c'est quand même un film très symbolique et qui met l'accent sur un certain nombre de données. Peut-être certains d'entre vous ont-ils regardé un des événements télévisuels qui vont saluer la révolution d'octobre dont on nous parle beaucoup par les temps qui courent. Peut-être avez-vous vu le documentaire ou présumé documentaire de FR3 cette semaine. Voilà, je l'ai vu aussi. Alors, vous observerez d'ailleurs qu'il est tout à fait frappant qu'il est impossible de rendre compte des événements qui conduisent à la Révolution d'octobre de manière uniquement malveillante. C'était très malveillant à beaucoup d'égards, mais on percevait quand même que cette révolution avait une logique. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée dans un petit article que j'ai fait récemment sur le caractère de la révolution d'octobre qui nous est présentée, vous le savez, comme une révolution monstrueuse ou dont les développements ont été très vite monstrueux. Ce qui apparaît dans le film Octobre, c'est évidemment de manière très stylisée, c'est évidemment que cette révolution, elle est impérieuse et qu'elle est le fait d'une espèce d'énorme mouvement de masse qui repose à la fois sur les soldats et les ouvriers, c'est-à-dire en gros sur les paysans et les ouvriers qui sont représentés, d'ailleurs vous avez vu, les paysans par les faux conjugués au fusil. Je voudrais simplement rappeler ce qui n'était pas fait d'ailleurs dans le documentaire de cette semaine, qu'on ne peut pas rendre compte de la révolution d'octobre, de la deuxième révolution de l'année 1917 en Russie, sans faire le point sur son caractère logique. Alors c'est vrai qu'on a perdu cette logique parce que même la Révolution française fait l'objet depuis quelques décennies d'une présentation tellement négative qu'on oublie qu'il y a eu une certaine logique aux événements de juillet 1789 et à tous ceux qui leur ont fait suite. Mais il faut tout de même se rappeler que finalement, quel que soit le rapport de force initial de 1917, d'abord 1917 ne résulte pas seulement de l'année 1917, et ensuite, ce qu'on voit très bien, ce qu'on voyait très bien autrefois quand on nous donnait une présentation honnête de la Révolution française, une année de révolution ou quelques mois de révolution font changer les choses plus vite que plusieurs siècles ne l'ont fait. Et c'est quelque chose qui est très frappant dans cette révolution d'octobre où le rapport de force se modifie avec une vitesse vertigineuse. Alors je veux d'abord rappeler, parce que ça n'apparaissait pas dans le documentaire, qu'il est impossible de rendre compte des événements de 1917 sans dresser un petit état de ce qu'est la Russie au terme de 3 années de guerre qui sont une guerre calamiteuse, puisque la Russie tsariste est dans l'incapacité d'assurer ne serait-ce que le minimum sur le plan économique et sur le plan militaire à sa population dans une guerre qui a coûté jusqu'en 1917, puisque les Russes arrêtent leur participation à la fin de 1917, qui a coûté 2 millions d'hommes à la Russie dans des conditions effrayantes de misère et d'incapacité du régime, puisque la Russie n'arrivait pas à produire les armements nécessaires, les soldats bénéficiaient, si je puis dire, ne disposaient que d'à peu près le 9e de munitions qui étaient rendues nécessaires par le cours de la guerre. Et vous le voyez, on le voit très bien d'ailleurs de manière symbolique, mais on le voit très bien à un moment du film d'Eisenstein,
le tsarisme est, je dirais sur le court terme, mort de son incapacité à nourrir la population, puisqu'on le voit très bien au début, avec le quart de ration, puis la moitié du quart, puis la nouvelle moitié. La misère est effrayante et, comme le disait très bien, les historiens calmes, les historiens français calmes des années 1970, et quelle que soit leur idéologie, finalement, la première révolution, la révolution de février, est une révolution de la faim, puisque le régime n'arrivait même pas à nourrir ses villes, et notamment sa capitale, sachant que cette capitale politique, Saint-Pétersbourg, devenue Pétrograd parce que son nom était trop allemand depuis 1914, sachant que elle avait pour caractéristique d'être une ville très ouvrière. C'est-à-dire que c'est une capitale économique que Pétrograd, et on y voit des usines plus grosses qu'ailleurs. Il faut savoir qu'à une époque où la plus grosse usine française était celle du Creusot, des Schneider au Creusot, avec 10 000 ouvriers, il y avait réuni 25 000 ouvriers à Poutilov, sachant tout de même que les armements étaient assurés essentiellement par ceux qui contrôlaient la Russie. Et ça, évidemment, c'est un des éléments qui n'apparaissent pas dans le film. Il y a deux éléments qui apparaissent, enfin, pas ou peu. La guerre elle-même et la boucherie de la guerre apparaissent très bien au début, mais finalement, il y a quelque chose qui n'apparaît pas là, et tout de même, et qui apparaissait peu dans le documentaire, sauf de manière très flatteuse pour expliquer que c'est grâce aux investissements extérieurs que la Russie avait eu la chance de voir tout à coup ses usines pousser comme champignons. En fait, la Russie entre en révolution en 1917 parce qu'aucun problème n'a été réglé de longue date, et en particulier pas depuis que l'oukase de 1861 est supposé avoir réglé la question agricole ou la question agraire, c'est-à-dire que la paysannerie n'a pas, à la différence de la paysannerie qui s'est servie elle-même pendant la Révolution française, la paysannerie n'a pas du tout profité de l'abolition du servage. Cette abolition du servage a été une abolition de type capitaliste, exclusivement capitaliste, de telle sorte qu'en 1917, les paysans ont une faim terrible de terre, puisque dans leur immense majorité, ne possédant pas la terre, soit ils ne possèdent pas la terre, soit ils possèdent une quantité de terre qui ne leur permet même pas de survivre. Et c'est bien entendu une dimension énorme. C'est une dimension énorme qui d'ailleurs rend compte de l'évolution extrêmement rapide du rapport des forces, puisque en 1917, non seulement les paysans forment la partie essentielle de la chair à canon, mais ces paysans veulent absolument la terre, et ils ont commencé d'ailleurs dès 1916 et la catastrophe militaire qui s'intensifiait sur la Russie, ils ont même commencé à voter avec leurs pieds, c'est-à-dire à quitter l'armée, et l'année 1917 va leur permettre, ça n'apparaît pas dans le film, mais va leur permettre d'être très revendicatifs à cet égard, et même d'aller se servir eux-mêmes. Donc on a cette dimension de la paysannerie qu'on voit là avec les faux, mais évidemment qu'on ne voit pas comme un acteur majeur de la Révolution ou un acteur majeur permettant à la Révolution de se faire, puisque la question essentielle, outre la guerre qui est posée en 1917, c'est celle des promesses qui ont été faites à la paysannerie depuis un autre événement qui n'est pas évoqué, qui n'était même pas évoqué dans le documentaire de cette semaine, c'est-à-dire
les promesses qui ont été faites depuis la fin du XIXe siècle, et depuis et notamment la révolution de 1905. Révolution de 1905, il faut le noter, qui est la sanction directe de l'échec militaire du tsarisme, puisque ce régime incapable avait multiplié les défaites militaires à chaque fois qu'il a été impliqué dans une guerre, de la guerre de Crimée et de son échec retentissant qui avait débouché d'ailleurs sur la fausse solution de 1861, parce que c'est à cause de l'échec de la Russie dans la guerre de Crimée, confrontée aux pays capitalistes puissants qu'étaient la France et l'Angleterre, que le tsar a dû céder ou faire semblant de céder. Et l'échec militaire a été renouvelé en 1904 lorsque, puisque c'est une caractéristique du régime tsariste, qui est un impérialisme faible et qui est mangé par les impérialismes plus puissants, soit qu'ils en contrôlent totalement l'économie, soit qu'ils s'efforcent de la contrôler ou de contrôler ses territoires, puisque la Russie tsariste s'est engagée en 1904 dans la guerre contre le Japon, qui a abouti à une catastrophe militaire retentissante, qui est le facteur déclenchant de la révolution de 1905. Et vous aurez remarqué, on voit dans le film, et on nous a parlé dans l'émission de soviets installés, on se demande pourquoi d'ailleurs dans le documentaire, qu'est-ce que c'est que ce soviet qui s'installe après l'abdication, dans la révolution de février. Ce soviet, il faut quand même rappeler que c'est l'héritage direct d'une première expérience extrêmement importante pour la population russe et à la fois sa jeune classe ouvrière et les paysans, puisque la révolution de 1905 a fait naître le soviet, et notamment d'ailleurs un soviet à Pétrograd, mais pas seulement à Saint-Pétersbourg, mais pas seulement à Saint-Pétersbourg. Et donc quand le soviet se fonde à Saint-Pétersbourg avec une certaine timidité et disposé à pactiser avec le gouvernement provisoire, puisque s'installe la théorie du double pouvoir, lorsque ce soviet s'installe, il est évidemment issu de l'expérience de 1905. Je ne parle ici que du soviet de Pétrograd, naturellement, il s'en fonde à travers toute la Russie, mais c'est le soviet de Pétrograd qui joue un rôle déterminant. Ce soviet de Pétrograd, il est constitué avec les forces qui ont été déjà les forces de la révolution de 1905, c'est-à-dire avec des gens dans lesquels une partie de la population a confiance. Moins les ouvriers, je vais y revenir, que les paysans, puisque les partis de gauche ont été constitués depuis la fin du XIXe siècle et organisés au début du XXe siècle, en particulier en 1903 avec dans le cadre de la scission au sein du POSDR, la fraction menchevique qui en 1903 est minoritaire, qui deviendra majoritaire ensuite, et la fraction bolchevique, et puis héritage aussi de la fin du XIXe siècle, les socialistes et 1905, les socialistes révolutionnaires, le parti de Kérinski, c'est-à-dire d'un parti qui a constitué toute sa force au début du XXe siècle sur la promesse de donner la terre aux paysans. Or, c'est précisément ce que ni le soviet de Pétrograd ne va être capable au début d'assurer, d'autant plus qu'il fait confiance à ce premier gouvernement provisoire, qui naît de l'abdication de Nicolas II, mais qui est incapable de tenir la moindre promesse. Et c'est ce qui explique un facteur décisif qui empêche de suivre la théorie
du simple coup d'État des bolcheviks ou de la minorité des bolcheviks, c'est que c'est la question des promesses non tenues, non seulement pour les paysans, mais pour les soldats et pour les ouvriers, les uns et les autres se confondant en partie. C'est donc l'incapacité du gouvernement provisoire à tenir la moindre promesse de changement qui est à l'origine de la transformation du rapport des forces. Il se trouve que les bolcheviks, on les voit représentés là, on les voyait représentés de manière plus malveillante dans le documentaire. On nous disait d'abord qu'ils étaient extrêmement faibles. Alors, il est vrai... il y a un téléphone qui... il est vrai qu'ils sont très minoritaires au début. Ils doivent représenter quelque chose comme 12 000 personnes quand la révolution s'installe, quand la première révolution s'installe. Je mentionne pour mémoire, et simplement pour montrer à quel point l'évolution du rapport des forces est rapide, qu'ils seront en octobre à 200 000. Si vous connaissez dans une période normale des forces qui passent de 1 à 20, hein, c'est en général assez rare. Et donc, toute l'histoire de la révolution de 1917, c'est d'abord l'échec de cette révolution de février. On a promis la terre aux paysans. La situation militaire est catastrophique. C'est une dimension qui n'apparaît guère ici, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'Allemagne, on ne voit pas la guerre contre l'Allemagne, car la guerre contre l'Allemagne, elle continue. Elle continue dans des conditions calamiteuses. Quand Kerensky devient ministre de la guerre, alors au deuxième, avec l'évolution, et en particulier après les émeutes de juillet, il fait de très grandes proclamations, mais le front s'effondre. Et au cours de cette année 1917, les paysans, à qui on a promis la terre, quittent massivement l'armée. Ils sont, le documentaire le disait d'ailleurs, ils sont pressés d'aller participer à la distribution des terres, et alors ils se conduisent d'une manière qui n'est pas du tout apprécié par le gouvernement provisoire, c'est-à-dire qu'allant se servir sur le terrain, ils font comme toute la Russie en 1917, ils constituent des comités. Ils constituent des comités agricoles, ces comités agricoles qui expliquent, c'est très bien expliqué par toute une série de bons travaux, je pense en particulier aux travaux de 1976 à la thèse de Marc Ferraud sur la révolution de 1917, qui avait publié toute une série des cahiers de doléances des paysans et qui montrait comment s'organisaient ces comités dans le cadre desquels les paysans avaient abdiqué leur ancienne docilité à l'égard des barines, à l'égard des seigneurs, à l'égard des possesseurs de la terre, et disaient plutôt au cours de l'été 1917 aux représentants des seigneurs: bon, bah, vous passerez ce soir au comité, puis vous nous direz combien vous êtes pour qu'on puisse savoir de quelle quantité de terre il faut que vous disposiez. Autrement dit, entre mars et la fin de 1917, il se passe une révolution à l'intérieur de la Russie, révolution dans laquelle la paysannerie joue un rôle majeur. Cet ennemi allemand, c'est une donnée très importante qui n'apparaît pas directement ici, mais qui est un facteur de mobilisation aussi dans la Révolution. Parce que un des facteurs de la poussée bolchevique, c'est le fait que les bolcheviks, tout en étant partisans de la paix,
sont décidés à défendre la population contre l'Allemagne qui avance, qui a des positions très fortes sur le front oriental, à la différence de la situation de l'Allemagne sur le front occidental, où elle est très en difficulté. Donc, il y a une mobilisation populaire contre le risque d'occupation de Pétrograd et des zones environnantes, qui est un facteur très important. Cependant que c'est une autre dimension qui n'apparaît pas directement dans le film et qui est une dimension essentielle de la Révolution d'octobre, c'est-à-dire cette donnée extrêmement importante de la mobilisation, de cette mobilisation politique contre l'Allemagne, et aussi, vous m'excuserez, hein, je suis un petit peu fatiguée, je suis fatiguée par une grosse grippe et j'ai un petit moment de blanc, mais ça va revenir. Il y a donc une dimension très importante qui est que s'il y a mobilisation populaire dans la peur de l'Allemagne et dans la volonté de ne pas laisser le pays où la capitale être envahie, il y a une donnée absolument absente et qui a été un facteur énorme pourtant, c'est-à-dire que, vous le voyez, les bolcheviks sont volontiers qualifiés de traîtres ou d'espions, donc vous observerez qu'on voit très bien dans le film le thème du méchant bolchevique agent de l'étranger. On y a eu droit d'ailleurs dans le reportage, puisqu'on a appris avec un commentaire dont on imaginait la mine gourmande de l'acteur Torreton. On nous expliquait en effet que les Allemands s'étaient empressés d'envoyer Lénine, vous voyez, le fameux Lénine qui est accueilli avec tant de faste, tant de bonheur, début avril, en venant de la guerre de Finlande, puisque, vous le savez, il était en exil en Finlande. Mais en fait, d'espions de la bourgeoisie, d'espions allemands et de traîtres, ce qui n'apparaît pas suffisamment dans le film et qui n'apparaît pas du tout dans le documentaire, c'est que la grande bourgeoisie avait de grands espoirs dans l'Allemagne. Et il faut à cet égard faire la part de ce qui est le meilleur récit de 1917, c'est-à-dire le livre de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, dont on peut dire que c'est un exemple d'histoire immédiate, absolument exceptionnelle, ou tout à fait remarquable. Je ne dirais pas absolument exceptionnelle, c'est vrai qu'on a eu d'autres représentants, mais enfin c'était... Donc, pour un ouvrage, c'était pour un travail moins conséquent que celui de John Reed. Pensez par exemple à tous les articles de Marx et d'Engels qui sont des modèles d'histoire immédiate sur la révolution de 1848-49 en Allemagne, ou 1848 en France, ou 1848-1851, sans parler évidemment de la Commune. Mais là, on a l'exemple d'un journaliste. Il se trouve qu'il est communiste, mais on peut observer à quel point il est remarquable que ces sentiments extrêmement forts pour la révolution prolétarienne et paysanne lui est conservé tant de lucidité sur l'ensemble des événements. Et que montre-t-il? Il montre quelque chose que je veux juste vous citer parce qu'on n'a pas de meilleur exemple. C'est son entretien d'octobre. Alors, il parle en calendrier julien, comme ça a été présenté ici. C'est son entretien avec celui qu'on appelait le Rockefeller russe, Lianosov. Je vais en profiter pour dire quelques mots d'ailleurs à propos des Rockefeller russes, parce que
s'il y avait des Rockefeller russes, il y avait surtout des Rockefeller étrangers en Russie. Et voilà ce qu'il dit en octobre, à une époque où la grande bourgeoisie compte d'abord pour se rétablir sur l'ennemi allemand aux portes. Il lui dit « La révolution est une maladie. Tôt ou tard, il faudra que les puissances étrangères interviennent, comme on intervient auprès d'un enfant malade pour le guérir ou l'aider à marcher. Et vous observerez cette dimension que nous retrouvons tout à fait conforme à la dimension des émigrés de Coblence qui s'en vont compter sur l'ennemi menaçant la France d'invasion et penser à l'effet mobilisateur pour la Révolution française qu'a été la déclaration de Brunswick, du prince de Brunswick du 25 juillet 1792, qui annonçait aimablement aux Français, en particulier aux Parisiens, que Paris serait rasé entièrement et porté au niveau du sol. Alors, voilà, je cite encore quelques extraits. Dans les transports règne la démoralisation, les usines ferment, et ces usines qui ferment ne sont pas seulement le fruit de la désorganisation totale des transports, car la gabegie de la guerre, ou de la gabegie de la guerre, un élément non négligeable est cette désorganisation des transports. Il y a, de la part de la bourgeoisie très mécontente du mouvement des masses depuis février, il y a une véritable organisation de la gabegie, puisqu'aussi bien, comme on le dit très volontiers en octobre ou avant à John Reed, qui est communiste mais qui présente très bien un journaliste américain, ça donne confiance. Et on lui dit que, voilà, près de Kharkov, des mines de charbon ont été incendiées et inondées par leurs propriétaires, qu'à Moscou, des ingénieurs du textile, avant de quitter les usines, ont mis les machines hors d'usine, etc., etc. Voilà, et j'arrête les citations, mais vous trouverez ces citations parmi d'autres très remarquables dans le livre de John Reed, alors dans la collection 10, 18, 42, 43, dans une autre collection, dans une autre pagination. Et voilà comment il terminait ce petit passage. Une grande partie des classes riches préféraient les Allemands à la Révolution, même au gouvernement provisoire, vous voyez, lesquels n'avaient à la bouche que les traîtres bolcheviques, et ne s'en cachaient pas. Il y a donc cette dimension de l'étranger que nous retrouverons d'ailleurs aussi forte et même, oui, au moins aussi forte lorsque, vaincu par le succès de la Révolution, le succès d'apparence relativement facile, désormais les privilégiés ne font plus appel ou ne font pas appel officiellement à l'Allemagne, mais vous le savez, font appel à ceux qu'on appelle joliment les alliés. Alors quelques mots sur les alliés, parce que la révolution de 1917, elle est aussi le fruit de ce qu'on voyait assez bien à un moment dans le documentaire, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles la population russe a été exploitée ou surexploitée par l'étranger. Il faut rappeler en effet que ce qu'on appelle la période de Witt, c'est-à-dire de ce ministre des Finances des tsars, en l'occurrence installé depuis 1892, c'est-à-dire depuis Alexandre III, et resté en place sous Nicolas II, successeur d'Alexandre III en 1894. Donc sous De Witt, représentant éminent des classes dirigeantes russes alliées aux grands aristocrates représentés eux-mêmes par le tsarisme, la Russie tombe en coupe réglée des capitaux étrangers. Il y a bien des Rockefeller russes, mais enfin les Rockefeller russes sont extrêmement compradors.
C'est-à-dire qu'il faut le savoir, quand en 1917, la Russie n'a plus de munitions à son système de transport à terre, ferme ses usines, et notamment les usines Poutilov, qui mettent sur le carreau près de 25 000 ouvriers, sans parler des autres ouvriers, car il y a 400 000 ouvriers dans cette capitale politique, eh bien, dans cette conjoncture, en réalité, la quasi-totalité de l'économie moderne est dans les mains de l'étranger. Vous connaissez tous l'intérêt, parce que c'est tout de même intéressant, pour les pourfendeurs de l'atteinte terrible à la démocratie infligée par les bolcheviks, qui est très mode ces temps-ci. Je ne sais pas si ça viendra dans la discussion, je peux peut-être en dire quelques mots. J'ai été très frappée par un débat récent qui a été diffusé sur Mediapart, dans lequel la personne qui m'a succédé à Paris 7 et qui s'appelle Sophie Curé et qui insiste beaucoup sur cette terrible déception démocratique qui a été la venue au pouvoir des bolcheviks. On nous parle beaucoup, énormément de démocratie, mais on ne nous dit jamais que la démocratie française, les dirigeants de la démocratie française ont adoré la prison des peuples qu'était la Russie tsariste, sans jamais rien ignorer des absolues abominations du régime tsariste, c'est-à-dire de sa persécution de toutes les minorités, qu'on voyait d'ailleurs dans le documentaire, de son exploitation systématique de l'antisémitisme comme facteur de division, mais d'ailleurs, il faut bien le dire, il faut le reconnaître, avec beaucoup de maestria, car quand le régime lançait ses centurinoirs à l'assaut des quartiers juifs, c'était les pauvres qui étaient assassinés en masse. En général, la toute petite minorité puissante avait été soustraite aux fureurs de ceux qui déclenchaient les massacres, théoriquement de manière spontanée. Et cette démocratie française trouvait excellent ce régime qui traitait les populations comme on le voyait dans le documentaire. Je ne sais pas si vous avez vu cette représentation en particulier du travail ouvrier, les ouvriers traînant à quatre pattes en tirant une chaîne métallique pour faire avancer une machine. Voilà ce qu'était ce régime qu'adorait l'étranger. Ce régime qui faisait tirer sur ses ouvriers, comme dans la Lena Goldfields, les Anglais possédaient des mines d'or, ils ne possédaient pas des mines d'or, qui en 1912 avait assuré une répression faisant 1000 morts. Eh bien, tout ça, ça n'apparaît pas dans les vociférations répétées contre cette abominable révolution d'octobre qui a déçu toutes les grandes espérances qui avaient été investies en elle. C'est quelque chose sur quoi il faut s'interroger, je dirais, dans la présentation historiographique des phénomènes, puisqu'on se demande comment ces amateurs de démocratie ne nous font jamais connaître que la Russie n'avait jamais connu la moindre démocratie et que les seuls élans de démocratie qu'elle ait connus à l'époque contemporaine, ça a été 1905 auquel les bolcheviks, on le sait, avaient été associés, et 1917 aussi. Alors, rôle décisif de l'étranger, qui contrôle les mines, les banques, la métallurgie, l'industrie des armements. Quand on a fait le tri des plus grandes firmes françaises, anglaises et allemandes, on a à peu près les fournisseurs d'armement
de la Russie qui, manquant d'autonomie, n'était plus capable d'assurer ses armements dans les conditions de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Enfin bref, la révolution de février, c'est d'abord l'ineptie caractérisée d'un régime qui avait été tenu à bout de force par l'étranger qui s'était assuré des revenus énormes. Et alors il faut le dire, parce que ça a été dit dans le documentaire, c'est une plaisanterie, bien entendu, il est clair que les emprunts russes, vous savez que c'était la grande spécialité de ce capitalisme français qui, disait Lénine, adorait couper les coupons. La France représentait à elle seule le 35% des capitaux, en particulier, elle assurait une partie très importante de la gestion de la dette publique. Mais si c'était une affaire extrêmement rémunératrice pour les grandes banques qui s'étaient acquis la garantie d'État de leurs placements en Russie, ces placements étaient considérés comme catastrophiques et tout le monde savait bien qu'il faudrait un jour payer les pots cassés ou que les petits actionnaires paieraient les pots cassés. Mais avec la révolution bolchevique, c'est bien, on a eu un bon prétexte et on a expliqué que c'est parce que les bolcheviks avaient refusé de rembourser les emprunts russes. Je le dis parce que si vous lisez l'excellente thèse du non-communiste René Giraud, thèse qui a été publiée en 1971 et qui portait sur les emprunts russes de la France, les emprunts français en Russie. Il était de telle notoriété publique dans les milieux bien informés du caractère particulièrement aventureux des placements en Russie qu'il a fallu graisser la patte abondamment à la presse caractérisée par son abominable vénalité, comme l'expliquerait plus tard l'Humanité dans une série d'articles de 1923, et par conséquent, la presse financière a menti aux Français pendant un certain temps pour faire en sorte qu'une partie importante de la petite bourgeoisie française fut en mesure, après novembre 1917, de tapisser ses murs des emprunts russes qui ne seraient jamais remboursés et qui, ayant l'honnêteté de le dire, ne l'auraient pas été non plus si les bolcheviks ne l'avaient pas emporté. Je mentionne pour mémoire le sort des petits épargnants allemands des années 1920 qui pouvaient eux aussi tapisser leur intérieur avec des bons du trésor qui, on le sait, n'avaient pourtant pas été reniés par des bolcheviks. Bien. Alors, voilà comment cette révolution logique, et ça c'est le film d'aujourd'hui, mais pas toujours très clair, comment cette révolution logique se fait en quelques mois, puisque, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit, les paysans s'en vont de plus en plus nombreux se servir et quittent l'armée. Et puis, les gouvernements provisoires se succèdent, mais ils ne règlent pas la question. Et Kérenski, leur personnage symbole depuis le premier gouvernement provisoire, et qui, vous le savez, dans les deuxième et troisième gouvernements provisoires de mai et de juillet, dans la période de la répression, est de plus en plus présent, les socialistes révolutionnaires expliquent qu'on ne peut rien faire. Et qui est le même Kérenski, est le porte-parole du courant qui explique qu'on va honorer les engagements militaires auprès des Alliés. Naturellement, il est incapable de le faire.
puisqu'il ne peut pas disposer de la population et que la population réclame les réformes qu'on lui a promises et qui ne viennent pas. Et c'est ce phénomène, évidemment, qui demande précision, je dirais mois par mois, ou semaine par semaine, dans des conditions qu'éclaire très bien le livre de John Reed. C'est cette incapacité de répondre aux attentes qui fait que, de mois en mois, les bolcheviks minoritaires conquièrent la majorité. Et comment ils conquièrent la majorité? Alors d'abord, il faut le dire, le film le montre bien sur l'accueil de Lénine. Les bolcheviks sont minoritaires, mais ils ont déjà des positions très fortes au sein de la classe ouvrière. Elle est minoritaire, la classe ouvrière, mais je l'ai dit, 400 000 personnes, c'est-à-dire une ville ouvrière, à Pétrograd, et tout de même, à l'intérieur de la Russie, 4 500 000 ouvriers, c'est peu évidemment, hein, à côté des près de 160 millions de paysans, mais concentrés dans des conditions tout à fait remarquables et politisés, et n'ayant jamais pu faire normalement une grève, car ce régime si chéri de la France démocratique interdisait les grèves et les réprimait avec férocité. J'ai évoqué la grève de 1912. Et donc, les bolcheviks, quand ils accueillent Lénine le 3 avril, ils ont déjà des positions très fortes au sein de la classe ouvrière de Pétrograd. Et il faut se rappeler quelque chose qui peut rendre compte de l'accueil, même si les bolcheviks sont minoritaires, de l'accueil triomphal de Lénine, c'est que la petite fraction bolchevique a été la seule, au moment du vote des crédits de guerre, à voter contre l'entrée en guerre. Elle était naturellement à la Douma, il n'y avait d'ailleurs, ou a été seule à se prononcer. Il n'y avait qu'une représentation ridicule à la Douma et de toute façon le tsar n'en tenait aucun compte, mais il y a dans la population russe un petit souvenir tout de même qu'il y en a eu qui se sont opposés à la boucherie qui a déjà creusé tant de pertes. Et c'est évidemment un élément déjà important de l'accueil triomphal que fait Pétrograd, qui est évidemment une ville avant tout ouvrière, mais une ville dans laquelle il y a des soldats. Et ces soldats sont d'origine essentiellement paysanne. Les paysans n'aiment pas beaucoup les bolcheviks, mais les bolcheviks, toute l'année 1917, leur promettent qu'ils vont donner la terre, et surtout sont la seule formation politique qui, au cours de ces mois, je dirais, fait ce qu'elle dit. Tous les historiens français le reconnaissaient il y a 40 ans. Et on pourrait réfléchir sur cette singulière transformation qui fait qu'aujourd'hui, on est passé à la thèse du simple coup d'État. Je vous signale, parce qu'on y a eu droit aussi dans le documentaire, je vous signale que c'est très intéressant sur l'évolution de la pensée universitaire française, qui qualifie les événements insurrectionnels de 1789 de permanent coup d'État. Jusqu'à nouvel ordre, enfin c'est vrai, Furet nous adressait un portrait effrayant de la Révolution française aussi, mais ça s'appelle une insurrection. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le film, ça s'appelle mouvement insurrectionnel. C'est l'insurrection qui est prônée. D'ailleurs, il faut le dire, ça apparaît de temps en temps dans le film, mais pas tellement. Ça apparaissait même plus dans le documentaire, puisqu'on se rendait compte, par exemple, qu'une des chansons de défilé, c'était la Marseillaise chantée en russe. La Révolution française était un exemple extrêmement présent dans la pensée, dans l'action bolchevique, et pas seulement bolchevique d'ailleurs, hein, au début, au printemps 1917,
Et ma foi, l'appel à l'insurrection n'était quand même pas une chose extraordinaire dans cette Révolution française qui servait en quelque sorte de guide, théorique à la Révolution russe. Et donc, finalement, ce que montraient très bien nos historiens, et je pense aussi bien à Giraud qui a fait beaucoup de synthèses sur la Révolution d'octobre, qu'à Marc Ferraud, dans l'ouvrage de 1976 que j'ai mentionné, et je le répète, tous les historiens français, que tout le monde convient que à partir de juin et surtout à partir de juillet, une sorte qui se fonde à travers la Russie, puisque la Russie n'est plus qu'un ensemble de comités depuis la Révolution de février. Et par conséquent, tout le monde est d'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous conduirait trop loin, mais vous pouvez tous aller non seulement lire John Reed, mais aller prendre dans vos bibliothèques un vieux bouquin qui va vous décrire la Révolution d'octobre, un vieux manuel du secondaire, il est un peu malade, voilà, je fais la publicité quand même, c'est le manuel 1914-1945 qui a été dirigé par un excellent professeur de Cagnes d'Henri IV, Jacques Bouillon, avec deux historiennes devenues ensuite universitaires, Françoise Brunel et Anne-Marie Saune. Si vous pouvez vous le procurer par Internet, enfin en occasion, parce que malheureusement il a disparu de la circulation en 1983, année fatale qui a présidé à la transformation de nos manuels pour arriver au résultat qui est aujourd'hui connu, que vous ayez des enfants ou des petits-enfants. S'il vous plaît, c'est quel éditeur? Alors, pardon, ça a été édité chez Bordas, et vous y avez un remarquable chapitre qui s'appelle « La Révolution russe », chapitre 3. Eh bien, vous irez regarder le détail. On est arrivé à un tel degré, d'ailleurs, qu'on pourrait se demander si nos historiens bien raisonnables qui formaient nos élites françaises, parce que je rappelle quand même que Bouillon a formé une partie non négligeable des normaliens supérieurs de la génération 1970 voilà, et suivante, ou je ne sais pas quand il a commencé, mais dans les années 70, il était en activité. Et on pourrait se demander, à la lumière de l'évolution qui est intervenue, si le chapitre n'a pas été fait par une série de bolcheviks excités. Pourtant, je vous assure, c'est rédigé dans des termes qui permettaient, par exemple, l'utilisation, d'ailleurs, dans le cadre des concours aux grandes écoles. Lisez-le, parce que c'est très intéressant sur 40 ans de bousillage de l'historiographie française, sous l'effet d'une droitisation qui rend quasiment impossible aujourd'hui la compréhension de la Révolution d'octobre. Donc, je ne vais pas entrer ici, ça viendra peut-être dans la discussion. Il est très significatif que ces gens raisonnables et modérés nous aient expliqué finalement que les bolcheviks s'étaient bien retrouvés tout seuls, ce qu'ils n'avaient pas cherché à faire. Ils étaient très œcuméniques à beaucoup d'égards, mais ils s'étaient retrouvés tout seuls et tout le monde était d'accord pour dire que finalement tout ça était, comme l'explique Reed à peu près à chaque page, tout ça était le fruit d'une véritable guerre de classe, c'est-à-dire que ces manuels respectaient ce qui a aujourd'hui disparu, c'est-à-dire l'idée que
l'histoire politique, c'est avant tout le fruit d'une histoire économique et sociale qui oppose des classes sociales dont les intérêts objectifs sont antagoniques. Or, vous le savez, c'est une donnée qui est aujourd'hui absolument taboue, puisque il paraît d'ailleurs qu'on adore les premiers de cordée qui tirent tout le reste. C'est une acception un peu curieuse d'ailleurs de ceux qui tirent leur revenu du profit, présentés en quelque sorte comme les tireurs de cordée pour ceux qui assurent la plus-value. Enfin, c'est devenu à la mode. Et tout le monde était donc d'accord sur le fait que la Révolution avait porté au pouvoir des gens qui avaient démontré des capacités tout à fait remarquables d'organiser le mécontentement. On peut ne pas apprécier, on peut le déplorer, comme vous le voyez d'ailleurs, le gouvernement provisoire le déplorait, et puis on peut constater que les choses, ma foi, sont ce qu'elles sont. Et donc, on va peut-être en rester là, avec cette idée que, avec l'expérience que les bolcheviks ont fait faire à la population russe, avec ici l'accent focalisé sur la capitale, eh bien, ils ont fait basculer de leur côté, non pas seulement la classe ouvrière qu'ils avaient conquise, mais ils ont fait basculer la grande masse de la paysannerie, puisque lorsque se réunit ce fameux deuxième congrès pan-russe des soviets du 25 octobre julien, eh bien, il se trouve que seuls les bolcheviks, on le voit très bien, c'est très honnêtement rapporté par le film, et évidemment c'est en détail rapporté par John Reed et d'autres ouvrages. En fait, les paysans ont été si violemment déçus par ceux auxquels ils faisaient confiance en février que, ma foi, il ne leur reste plus qu'à accepter les seuls qui est le programme pour lequel la population russe s'est mobilisée de février ou de mars à octobre 1917, c'est-à-dire la paix, la terre et le pain, sachant, vous le savez, que les deux premiers décrets, ceux qu'on voit pris dès le lendemain de la victoire du 25 février, les deux premiers décrets portent sur la terre et sur la paix, c'est-à-dire de manière immédiate, amorce une satisfaction pour la masse de la population russe, c'est-à-dire pour cette majorité écrasante des paysans qui finalement ont été un facteur majeur aussi de la victoire des bolcheviks. Je n'entre pas ici dans le détail, tous les ouvrages que je vous ai indiqués vous donnent le détail, je dirais, qui relève de la tactique. Alors, on avait dans le documentaire cette idée que Lénine, tapis dans l'ombre, préparait la prise de pouvoir, sa grande obsession, etc. Le reste relève, je dirais, de l'intelligence tactique, mais vous savez que c'est une caractéristique de toutes les révolutions, que la capacité d'une classe ou d'une fraction de classe à assumer à un moment donné, je dirais de manière durablement légitime ou pas, je pense à la bourgeoisie française en 1789, qui est en mesure d'assumer la direction politique d'un mouvement qui va très au-delà d'elle et qui, on le sait, dans le cas de la révolution bourgeoise, ne coïncide pas du tout
avec les intérêts de la classe dirigeante, de la classe qui prend la direction de la révolution. Pensez à Barère, un pas de plus dans la liberté, et c'est un pas de plus vers l'abolition des propriétés. Voilà ce qui est, je dirais, l'article essentiel de la bourgeoisie. Il est clair que ça ne coïncidait pas totalement avec les intérêts des classes qui soutenaient la bourgeoisie. À un moment donné, la coalition s'est faite contre les anciens privilégiés et elle a fonctionné cas un cas, avec des concessions obligées de la bourgeoisie, de telle sorte que c'est en s'appuyant sur le peuple que la bourgeoisie, avec son programme socialement minoritaire, a été en mesure de remporter la révolution de 1789-1799. Eh bien, il suffirait de se reporter à de bons ouvrages auxquels rien sur le plan des sources n'a été ajouté. Je pense que ça vous aura frappé d'ailleurs dans le documentaire. Nous n'avons aucune source nouvelle ces dernières décennies sur une révolution d'octobre qui a été très bien connue tout de suite. Je dirais d'ailleurs que sur le sur le point du récit des événements, on n'a pas eu tellement d'éléments meilleurs, évidemment. On a trouvé, les historiens ont trouvé des éléments nouveaux, mais enfin, on n'a pas trouvé des choses décisives par rapport à ce que décrit à Pétrograd le livre de John Reed. Eh bien, vous observerez que c'est avec les mêmes éléments que finalement on fait aujourd'hui un documentaire, si malveillant soit-il d'ailleurs, un documentaire sur la Révolution d'octobre. Vous observerez qu'on avait choisi pour rendre compte de la situation d'un journaliste du Petit Parisien, Claude Anet. Bon, ma foi, pourquoi pas, hein, on a bien le droit d'utiliser le journal qu'on veut, la recension quotidienne des faits et gestes, mais je n'incite personne à négliger l'ouvrage de Claude Anet, mais j'incite tout le monde à lire ou à relire le livre de John Reed avant que nous n'abordions le débat pour lequel, si j'ai bien compris, il nous faut être court aussi. Voilà, j'ai terminé. L'évolution avait augmenté sa base de masse auprès des ouvriers, avait été populaire auprès de la paysannerie parce que, ma foi, elle avait réalisé immédiatement la mesure que tout le monde promettait aux paysans et qui ne venait pas depuis février, mais évidemment, elle s'était immédiatement aliénée, d'abord ceux qu'on présente comme en quelque sorte complètement unanime sur la situation. Il y a une représentation du film qui est très très intéressante. C'est le pope qui agite son encensoir et qui salue finalement l'abdication de Nicolas II, que les popes ont encensé depuis le début. Je dirais même que voilà, l'Église orthodoxe était purement et simplement au service du pouvoir, comme toutes les églises étaient au service du pouvoir. Par conséquent, vous voyez bien la dose d'hypocrisie tout à fait extraordinaire, hein, puisqu'on nous dit unanimisme. Mais il n'y a jamais unanimisme. Et si vous voulez, le gros problème de l'analyse historique d'aujourd'hui, c'est précisément que la glorification de l'unanimisme, qui est, je dirais, le masque d'une droitisation très forte de l'historiographie depuis 30 ans, eh bien cet unanimisme est quelque chose qui empêche de prendre conscience et de décrire n'importe quelle situation historique. Parce que non, les gens n'étaient pas d'accord. Non, les possesseurs de terre
n'étaient pas d'accord avec les paysans. Non, les paysans riches n'étaient pas d'accord avec les paysans pauvres. Et d'ailleurs, il est significatif que dans l'historiographie récente, même dans les pays où la recherche historique est sérieuse, il commence à y avoir, commence à triompher l'idée que finalement les koulaks ça n'existe pas. Les paysans riches en Russie ça n'existait pas. Et il y a tout un courant maintenant qui nous explique que sous la NEP, l'enrichissement d'une partie importante de la paysannerie relève de la plaisanterie. Finalement, ils étaient tous pauvres. Mais on sait bien que c'est faux. C'est-à-dire qu'on disposait il y a 50 ans de tous les éléments, ou 60 ans, de tous les éléments qui montraient qu'il y avait une différenciation sociale énorme à la campagne. Mais en Russie comme ailleurs, et je dirais même en Russie plus qu'ailleurs, puisque c'était un pays dans lequel une masse énorme de la paysannerie était quasiment privée de terre. Enfin, il fallait un minimum de 4 déciatines pour arriver, ça fait un petit peu moins d'1 hectare, le déciatine. Il fallait à peu près 4 déciatines pour survivre. La plupart des paysans, la moyenne des paysans qui avaient une terre, ils avaient une déciatine. Donc bien sûr que dans l'évolution, non seulement de février à octobre, mais au-delà, toute avance de la Révolution mobilise des masses importantes de paysans pauvres et dresse contre le régime des paysans moins pauvres ou des paysans qui ont des récoltes, qui trouvent tout à fait, désagréable de devoir payer l'impôt révolutionnaire pour animer pour nourrir la jeune armée rouge, hein, qui doit se constituer pratiquement dès le début de la Révolution, puisque elle se met en place en janvier 1918. Et là, intervient un autre élément, c'est qu'il y a bien une différenciation sociale à la campagne, mais il y a un autre facteur qui fait évoluer les choses. C'est que à partir de novembre, et de manière de plus en plus résolue à partir de novembre 17 et à partir de janvier 1918, se met en place, vous le savez, une contre-révolution, j'en parlerai demain d'ailleurs, une contre-révolution qui s'appuie sur l'impérialisme étranger, c'est-à-dire sur l'intervention extérieure. Mais c'est que les paysans, bien sûr qu'ils ne sont pas contents des bolcheviks. Bien sûr qu'ils ne sont pas contents de l'impôt. Ils détestent payer l'impôt. Pensez à ce que disait Marx sur Jacques, qui fait payer à la Deuxième République l'augmentation de la moitié de 50% de l'impôt. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Blancs dans les parages? Il n'y a plus de terre du tout. Donc il faut choisir entre les Blancs qui prennent la terre et les bolcheviks qui vont laisser la terre et qui vont faire payer l'impôt. Donc vous voyez bien, il n'y a pas de situation figée. Oui, il y a une évolution considérable. Oui, la révolution d'octobre n'est pas la révolution de février, de même que, pensez-y pour la Révolution française, quand la bourgeoisie accepte le maximum, c'est-à-dire le maximum des prix, qui est la condition indispensable pour qu'il y ait une armée qui résiste à l'invasion de l'étranger. C'est une concession de la bourgeoisie. La bourgeoisie est le maximum. Le maximum, c'est le prix maximum. Quelle bourgeoisie aime un prix maximum? Aucune. Mais il faut bien faire une concession. Donc vous voyez, analyser une révolution, comme analyser n'importe quelle situation historique, c'est analyser un rapport de force sociale et économique. Et c'est ce rapport social, ce rapport des forces sociales et économiques qu'il est devenu aujourd'hui pratiquement tabou d'analyser. Et c'est pour ça que nous sommes si gênés pour l'analyse des révolutions et que, je dirais, nous laissons le terrain
à une histoire purement politique, totalement détachée de la réalité sociale et économique, et entièrement focalisée sur le concept de démocratie qui en fait n'est jamais défini, parce que vous avouerez quand même que venir nous expliquer que la révolution de février était une révolution démocratique que malheureusement les bolcheviks ont anéanti. Alors, une petite remarque. À partir de juillet 1917, quand Kérinski, prenant désormais la tête du troisième gouvernement provisoire, vient aux affaires avec le goût que moque avec beaucoup de talent Eisenstein, avec, je dirais, l'ambition qui lui monte à la tête et l'alignement sur les conditions, je dirais, sur les conditions des privilégiés. Voyons, on le montre se vautrant dans les lits, dans les divans, dans les fauteuils du tsar, etc. C'est d'ailleurs une représentation tout à fait intéressante. Qu'est-ce qu'il fait? Il redonne entière liberté, ça ne va pas durer longtemps, mais entière liberté à l'armée des privilégiés, à l'armée blanche, à cette armée, on le sait, qui pratiquait les châtiments corporels qui étaient épouvantables. Pensez par exemple à Potemkin et à la représentation tout à fait conforme à la réalité des rapports entre les officiers et les matelots. Eh bien, il rétablit la peine de mort, il rétablit les châtiments corporels. Mais dites donc, on est en pleine révolution démocratique de février. Donc vous voyez bien à quelles aberrations conduit cette espèce de catégorisation abstraite. Non, la révolution de février n'a pas été un facteur par par ceux qui pensaient en tirer le pouvoir. Non, elle n'a pas été un facteur de démocratie, elle a été un facteur de consolidation des classes dirigeantes. Et alors, regardez comme il est aussi difficile d'analyser des choses qui sont tout de même évidentes, c'est-à-dire la violence des oppositions de classe qui font que, remarquablement décrit par John Reed, on voit ce qu'est l'opposition de classe à travers et pendant des mois, c'est-à-dire tous les gens bien élevés, tous les gens privilégiés, tous les non-ouvriers et les non-paysans pauvres, ou les non-paysans, finalement, détestent les ouvriers et les paysans. Les soutiens de la Révolution, c'est les pauvres. C'est que les pauvres. Et on voit très bien, il y a des descriptifs des demoiselles du téléphone qui ont des salaires de misère, mais qui sont idéologiquement tout à fait du côté de la contre-révolution. Et vous avez une contre-révolution qui finalement devient tentaculaire, je dirais, dès le début. C'est-à-dire que les SR et les mencheviks, ils sont tous hostiles aux mesures qui sont requises par la population. Ils passent pratiquement tous de l'autre côté. Qu'est-ce qui reste pour soutenir les bolcheviks? Il reste à un moment une fraction des anarchistes et les SR de gauche, très minoritaires. Qu'est-ce qui fait triompher les bolcheviks, qui sont absolument isolés, je dirais, dans la représentation politique classique, celle qu'on aime tant aujourd'hui chez nos historiens bien pensants? Eh bien, vous avez contre eux et contre les pauvres, vous avez tout le reste. Est-ce qu'un historien doit donner avis en se disant c'est pas bien, c'est pas légitime, c'est pas ceci, c'est pas cela? Un historien, son travail, c'est de constater quels sont les rapports de classe.
que ça lui plaise ou pas. Bon, malheureusement, ce serait l'idéal, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il faut bien que vous compreniez que la représentation qu'on nous donne de cette révolution d'octobre, c'est une représentation qui fait absolument fi des conditions que décrit quelqu'un d'aussi objectif, car il est objectif, que Reed. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je ne vois qu'un soutien aux mesures de transformation, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont faim, ceux qui voudraient bien manger, ceux qui voudraient bien être traités mieux. Voilà, c'est ça l'histoire d'une révolution. Eh bien, il faut dire, c'est vrai, que les bolcheviks se sont trouvés tout seuls et que c'est un facteur très intéressant d'analyse des révolutions. C'est que, vous l'observerez, on analyse beaucoup moins les révolutions telles qu'elles sont que comme on voudrait qu'elles soient, et vous observerez d'ailleurs que des tas de gens qui sont très opposés aux révolutions existantes versent toujours des larmes sur les révolutions bafouées et ayant échoué. Vous remarquerez que ceux qui sont le plus déchaînés contre le Venezuela ont à un moment versé des larmes sur la chute du Chili populaire et l'assassinat d'Allende. Eh bien voilà, on demanderait pour le respect des spectateurs, des téléspectateurs, pour le respect de la population française, que on puisse rendre compte d'une situation objective avec tranquillité. Et vous observerez autre chose, c'est que ces partisans de la démocratie ne sont absolument pas choqués par le fait qu'ils sont toujours réunis en accord les uns avec les autres pour dire la même chose, et qui ne sont pas du tout choqués de se retrouver tout seuls et de n'être jamais confrontés avec qui que ce soit qui soit en désaccord sur leur position. Je suis très frappée dans le débat dont je vous ai parlé qu'il faille attendre sur 1 heure la 55e minute pour qu'un intervenant qui ne s'est pas trop fait entendre finisse par dire devant le journaliste François Bonnet, qui cite une abomination de ce méchant Lénine, qui parle des massacres qu'il va falloir faire, etc. Enfin, vous voyez, bon, dans le feu de l'action, exactement comme la Révolution française passe son temps à dire qu'elle va se débarrasser des monstres antipatriotes, qui disent, mais enfin, là, vous êtes en train de me parler de démocratie. Ils se trompent d'ailleurs sur le nombre de pays. Il y a 18 pays qui envahissent la Russie. La question qui se pose, c'est la question du fonctionnement de la démocratie avec 18 pays étrangers sur le territoire et les armées blanches conduisant l'assaut. Voilà, vous voyez. Donc non, moi je crois qu'il faut être très clair, une révolution, ça évolue, ça bouge, ça s'approfondit ou ça ne s'approfondit pas, ça s'approfondit ou ça échoue. Vous avez des exemples d'échecs de la révolution, on peut réfléchir sur l'échec de cette révolution, et j'arrête parce que si on veut poser une autre question... Juste 4 petites remarques. Comment peut-on parler de bolchevique minoritaire, puisque bolchevique veut dire majorité? Ah bah parce que... Ça c'est facile, vous le savez. Deuxième petite remarque. Dans le film, on traduit, dans le sous-titre, on met des bolcheviks vendus aux espions. Or, le placard qui est écrit en russe dit vendus aux Allemands. C'est ça. Ah, c'est intéressant que... Ah, c'est tout à fait intéressant que ça n'ait pas été traduit. Troisième petite remarque. Ah, très intéressant, parce qu'effectivement, ils sont traités, comme je le disais tout à l'heure, d'espions des Allemands. Troisième petite remarque, venant au secours de Kerensky, c'est que Kerensky, en exil en France, en 1927, a témoigné
au procès Schwarzbart, qui avait tué ce redoutable gouverneur ukrainien assassin Petlura, en faveur de Schwarzbart. Alors, on lui accorde une petite... Alors, c'est plus tard. On pourrait même faire remarquer qu'il n'a pas évalué comme la plupart de ses compères, qui, mais je le dirai plutôt demain, qui, devant l'incapacité de la France à les rétablir dans leurs privilèges, sont tombés plutôt du côté allemand. Donc c'est vrai que lui, en quelque sorte, il est resté plus conforme à ses antiques préférences. Oui. Alors ma dernière petite remarque, c'est rappeler que Anatole France, en 1904, se réjouissait de la défaite de la Russie par le Japon, et ajoutait « J'espère bien que tous les Français qui souscrivent à des emprunts russes seront ruinés. » Alors, je reconnais bien là l'habituelle lucidité d'Anatole France, sachant, et j'y insiste, hein, c'est très clair dans la thèse de Giraud, que tout le monde savait que ce serait pour les petits épargnants une catastrophe. L'affaire n'a été rentable que pour le grand capital financier bancaire parce qu'il bénéficiait de la garantie d'État. Quant à bolchevique majoritaire, je vous rappelle que le terme de bolchevique est consécutif au congrès du POSDR de Londres de 1903, congrès au cours duquel le courant de Lénine a été majoritaire, et par conséquent on les a appelés majoritaires, mais il est arrivé souvent aux bolcheviques d'être très minoritaires. Et en appuyant un peu beaucoup sur la chanterelle, on nous a sans arrêt dit, alors dans le documentaire c'est une catastrophe, pas du tout évidemment dans le film, mais on nous a dit que Lénine était tellement radical qu'il effrayait, il était très isolé. D'ailleurs en juillet on nous explique que Lénine, le même Lénine, maintenant finalement est trop timoré et qu'il soutient à peine les émeutes de juillet. Effectivement, les bolcheviks, Lénine compris, ont pensé que les émeutes étaient prématurées, mais je dirais qu'ils ont fait comme Marx avait préconisé de faire à propos de la Commune, qui pensait un mouvement, en l'occurrence, voué à l'échec, il l'a soutenu. Eh bien, les bolcheviks l'ont soutenu parce qu'ils considéraient que même si le mouvement avait été lancé trop tôt et était prématuré, il n'y avait pas d'autre possibilité que de soutenir les masses qui s'étaient engouffrées dans l'affaire. J'ai précisé tout de même que les bolcheviks n'étaient pas entièrement seuls. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que même si un certain nombre d'anarchistes et de socialistes de SR de gauche soutiennent les bolcheviks, ça reste, si vous voulez, la caractéristique de la situation, c'est tout de même, en tant que force politique organisée, ce que montre très bien Reed, les bolcheviks, je dirais, sont massivement la seule force politique organisée qui a les positions visant à satisfaire les revendications des ouvriers et des paysans. Ceci étant, je ne suis pas entré, bien sûr, dans les détails. Je ne songe pas du tout, je dois vous dire en plus au surplus, que le problème de Trotsky, ou le problème de Kamenev, Zinoviev, etc., le problème n'est pas de savoir, même si dans l'historiographie bolchevique officielle, ça a pris un développement, je dirais, qui n'avait pas de caractère scientifique, parce que ça relevait du débat politique. La question posée en 1917 n'est pas la question posée en 1924 ou 1927,
elle n'est pas non plus la question posée dans les années 1930. Mon rôle d'historienne, même si j'avais le temps, ça consiste pas à dire que les uns, parce qu'ils ont mal fait, parce qu'ils se sont trompés à tel moment, il était sûr qu'ils se tromperaient. Non, d'abord, ça peut être vrai, il y a des gens qui se trompent tout le temps, mais ma foi, il y a des gens qui, à un moment, ont une position qui n'est plus leur position. Je vais vous donner un exemple, alors, qui va vous sembler caricatural, mais qui permet, je trouve, quand même une bonne comparaison. D'ailleurs, Lénine faisait toujours observer, et je pense qu'il avait raison, que même un mouchard avait pu servir le parti bolchevique, parce que, ma foi, s'il avait eu le comportement extérieur nécessaire pendant très longtemps et avait aidé à tirer les journaux, faire de la bonne propagande, etc., tout en menant une action tout à fait illégitime et secrète. Après tout, pourquoi, disait-il, récuser le fait qu'ils ont pu être de bons militants? Mais je vais choisir mon exemple caricatural. Le problème, c'est pas de savoir si un Doriot était un vilain Doriot avant que la police ne l'achetât. Le problème est d'analyser comment les classes dirigeantes ont acheté Doriot. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à propos de quelque chose qui vous a sans doute frappé ce matin si vous avez écouté France Inter. Vous avez écouté mon collègue Horry, Pascal Horry, dont un auditeur a demandé avec une certaine cruauté s'il était ivre. C'est vrai quand même qu'on pouvait se poser des questions sur sa présentation de son ouvrage, parce qu'il en a peu parlé et la présentation ne faisait pas envie. Mais mon collègue Horry dit à un moment que finalement Mélenchon, c'est comme c'est un peu le populisme de Mussolini. Bah, écoutez, c'est absurde, parce que le problème, c'est pas que Mussolini ait été à gauche ou gauchiste à un moment. Le problème, c'est comment Mussolini se fait acheter par le patronat italien et par le patronat étranger. Ah, on a Pardon Annie, oui.